guerre de la Russie en Ukraine est-elle vue en Afrique du Nord? Que ressentent les Tunisiens sur la place Maïdan? Quelle place le conflit a-t-il dans l'opinion publique en Tunisie? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Anen Zbis, journaliste et enseignante en journalisme à l'Institut de presse et de sciences de l'information à Tunis. Anen a visité l'Ukraine dans le cadre du voyage de presse organisé par l'Ukraine Crisis Media Center en septembre 2024. Bonjour Anen, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi enseignante en journalisme à l'Institut de presse et de sciences de l'information à Tunis, vous êtes tunisienne et vous vous êtes rendue récemment en Ukraine avec un voyage de presse co-organisé par l'Ukraine Crisis Media Center. Et donc vous avez, comme on peut imaginer, beaucoup d'impressions sur le pays que vous avez découvert. Voilà, l'Ukraine en guerre. Et donc, ma première question à vous serait, voilà, toute simple, en fait. Comment est-ce que vous avez retrouvé cette Ukraine, un pays qui n'est peut-être pas le mieux connu en Tunisie, il y a quelque temps, voilà, durant la guerre? D'abord, je vous remercie pour cette invitation et pour ce podcast merci de m'avoir donné l'occasion de partager mes impressions sur ce voyage. C'est vrai qu'on ne connaît pas très bien l'Ukraine parce que d'abord c'est un pays culturellement un peu loin de nous. Moi, je fais partie d'une région qui est l'Afrique du Nord, voire le MENA. En plus, nous, on est plutôt plongé sur nos problèmes, surtout dans une région pleine de guerres. On voit aujourd'hui la guerre à Gaza, la guerre au Liban, le continent africain aussi, il y a plusieurs conflits. Dans mon pays aussi, il y a de l'instabilité un peu politique, puisqu'on était passé d'une démocratie vers une dictature. Mais dans tout ça, quand on écoutait dans le passé les informations sur l'Ukraine, on sentait que c'était un conflit qui ne nous concernait pas ou qui ne nous concernait pas directement. Et donc, on avait plutôt une image vague de l'Ukraine, de ce conflit. On ne comprenait pas vraiment pourquoi l'Ukraine, qui faisait partie dans le passé de l'URSS, aujourd'hui, elle est en guerre contre la Russie. On entendait un peu la propagande russe, mais on sentait que peut-être la Russie avait raison puisque l'Ukraine voulait rentrer dans le NATO et que la Russie était en train de protéger ses frontières. Et puis, il y a eu cette occasion. Moi, curieuse par nature, et puis ayant vécu déjà dans une zone de guerre, j'ai vécu pendant 2 ans en Irak, en pleine guerre contre le terrorisme et contre Daesh. J'ai voulu voir à quoi ressemblait le conflit en Ukraine et donc j'ai accepté l'invitation. Et là, en arrivant, j'ai découvert un pays avec une grande culture, une grande civilisation, un peuple courageux, résilient, avec beaucoup de sens de patriotisme, des valeurs de partage, de solidarité, qui se battait en fait pour son indépendance, même si c'est un pays qui faisait partie d'un empire, qui était l'URSS en l'occurrence. Il avait il a tout le droit de se défendre, de maintenir son indépendance,
réfléchir son avenir par rapport à ses propres intérêts et non pas par rapport à des intérêts externes, et d'avoir une vision pour lui qui n'est pas nécessairement une vision d'être dans le giron russe, plutôt de s'inscrire dans le giron de l'Union européenne. Et donc, j'ai été agréablement surprise d'abord de découvrir ce beau pays, ce pays plein d'endroits historiques, qui avait une histoire d'abord avant même que vienne l'époque russe, de découvrir aussi que ce pays se bat avec tous ses moyens, malgré que nous n'en avons pas beaucoup, pour sa liberté, payant le plus grand prix pour ça. De découvrir aussi que malgré la guerre, les gens continuent à avoir, ou à essayer en tout cas d'avoir une vie normale, qui est un pays avec une dynamique quand même, parce que malgré la destruction, ils sont en train de reconstruire. Et moi, j'ai été dans plusieurs endroits, notamment les endroits qui ont été détruits par la guerre autour de Kiev, et j'ai vu comment les gens s'acharnent à reconstruire leurs maisons, leurs bâtiments qui ont été détruits. Et cela m'a étonnée, sachant que la guerre n'est pas encore achevée et qui risque de s'étendre, mais ces gens s'inscrivent dans la logique que la vie continue et que pour eux, pas question de vivre dans les décombres et de s'arrêter et de ne pas continuer à regarder dans l'avenir et justement de se mettre debout chaque fois qu'il y a eu un bombardement ou une destruction. Donc ça, c'est globalement ce que j'ai ressenti. Et je me suis dit finalement, on ne connaît pas bien ce pays. C'est vrai que les conflits dans notre région nous empêchent de voir ailleurs et que peut-être on s'est senti à un certain moment il y avait une inégalité en fait dans le traitement médiatique, notamment au niveau des médias occidentaux par rapport au conflit à l'Ukraine et aussi au conflit dans le Proche-Orient, notamment à Gaza. Et on sentait que toujours le conflit en Ukraine et l'Ukraine était beaucoup plus privilégié. Mais en visitant l'Ukraine, j'ai compris que c'est aussi un conflit, c'est aussi une cause juste qui méritait d'être soutenue. Oui, vous avez dit, vous avez mentionné que voilà, que Tunisie, voilà, avait passé d'une démocratie à la dictature et donc, on a tendance de dire, en tout cas ici en Ukraine, assez souvent que voilà, cette guerre, s'il a un sens, c'est aussi, voilà, la guerre, de la liberté, du monde libre contre, un régime autoritaire, qui avance vers, un régime totalitaire, presque, voilà, en Russie. Donc, voilà, donc interpréter cette guerre dans la façon, dans le contexte de la guerre de la liberté contre la non-liberté. Est-ce que, cette grille de lecture, voilà, vous dit quelque chose? Ou est-ce que, vous considérez, voilà, cette guerre tout autrement? Non, tout à fait, je partage votre vision parce que venant d'un pays qui est passé d'une dictature vers une démocratie, plus ou moins, puis qui est revenu dans une dictature, je comprends très bien votre propos parce que je me rappelle très bien qu'à Kiev, j'habitais à 2 minutes ou quelques minutes de Maïdan, le Maïdan où il y a eu la révolution en Ukraine. Et donc ça, moi j'étais très sensible à ça parce que ça m'a rappelé les les premières années où on descendait, nous, à l'avenue Habib Bourguiba, où il y avait aussi la place où on protestait pour notre liberté, pour se libérer de la dictature, de la corruption, des abus. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un décor ou dans un contexte qui m'était familier. Et j'ai tout de suite compris et capté cette soif de ce peuple de se libérer de toute forme de joug, de toute forme d'hégémonie, de toute forme de dictature, d'ingérence. Et, et, euh, je me suis dit que quelle que soit la culture, quel que soit le contexte,
l'aspiration de l'être humain vers la liberté est la même, et ça change pas en fait. Et que qu'on soit en Ukraine, en Tunisie, en Égypte, n'importe quel pays dans le monde, les peuples aspirent toujours à retrouver une certaine indépendance, à retrouver, à vouloir construire un pays qui leur ressemble, qui correspond à leur vision et pas à la vision d'un autre pays ou d'une autre nation ou d'une autre partie de la nation qui accapare qui accapare le pouvoir dans ce pays-là. Donc pour moi, la lutte des Ukrainiens pour leur propre indépendance, que ce soit contre l'hégémonie en général ou l'ingérence russe plus particulièrement, est tout à fait légitime. Et moi, je me retrouve tout à fait, plutôt naturellement, du côté des opprimés, du côté de ceux qui aspirent à la liberté. Mmh. Donc voilà, donc c'est ça, c'est une lutte qui vous parle beaucoup. On se souvient très bien, cette révolution, en Tunisie et donc voilà, donc c'est cette soif universelle pour la liberté, pour la dignité humaine, pour la capacité des peuples de se disposer d'eux-mêmes. Voilà, rappelons à nos auditeurs que l'Ukraine était indépendante depuis 91 et donc la Russie était un des premiers pays à reconnaître cette indépendance, c'est-à-dire que, voilà, on parle bien sûr de l'empire, mais ça date, en fait et donc là, on était dans un tout autre contexte et donc aujourd'hui, toutes les actions de la Russie contredisent, en fait, leur reconnaissance, absolument, claire, juridique, voilà, de l'indépendance de l'Ukraine. Donc là, on revient à la même chose. Vous êtes, sensible, dans ce que vous avez écrit, durant votre carrière. Vous êtes, journaliste de l'investigation aussi, donc à cette question de femmes, donc à cette question, voilà, féministe, si on peut dire comme ça. Voilà, quelles étaient vos observations, de la société ukrainienne, donc de l'égalité homme-femme et puis de rôle joué par des femmes à l'intérieur de la société ukrainienne? Parce que aujourd'hui, même dans les forces armées, on sait que, voilà, il y a 50 000 de femmes qui font partie de forces armées ukrainiennes aujourd'hui. J'avoue que j'étais agréablement surprise du rôle joué par les femmes, parce que tout en restant un peu, je dirais pas dans l'ombre des hommes, mais tout en restant un peu en arrière-plan, mais elles sont là et elles jouent pleinement leur rôle pour maintenir cette ambiance de solidarité, d'entraide dans la société ukrainienne. Alors d'abord, j'étais sensible au fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui se portaient volontaires pour participer à la guerre, chose qu'elles ne sont pas normalement obligées de le faire. Et que j'ai vu que plusieurs femmes institutrices, médecins, avocates, qui allaient volontairement s'inscrire dans l'effort de guerre et aller sur les fronts. Et ça m'a touchée particulièrement. Deuxième chose, j'ai vu aussi l'exemple de la fille quand on nous a raconté un peu cette histoire quand on a visité le centre Superhumans à Lviv, de cette fille qui a 18 ans, qui s'est portée volontaire dans la guerre, qui a été attaquée et perdu une jambe, et comment cette fille a reconstruit sa vie et elle est devenue top modèle, elle est devenue une icône aujourd'hui dans la société ukrainienne et comment elle donne et elle inspire du courage malgré son jeune âge. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Donc, il y a des modèles aussi féminins et ça, c'est important. Il n'y a pas que des modèles masculins de résilience, de résistance, de patriotisme. Et donc, cette diversité des modèles, j'ai trouvé aussi qu'elle fait partie de cette culture quelque part égalitaire qui s'installe ou qui est déjà installée en Ukraine et ça m'a réjoui réellement. Autre chose, dans tous les endroits où nous étions, les femmes étaient là. Les femmes étaient là, pas seulement comme celles qui subissaient la guerre, mais celles qui participaient, qui étaient pas seulement dans le front, mais qui étaient dans l'effort,
par exemple, de soutenir le soldat qui était dans l'effort de reconstruction. Je me rappelle qu'il y avait une fille qu'on a rencontrée dans un des villages euh, proches de l'Ukraine, qui est devenue volontairement institutrice pour l'armée, pour leur apprendre comment utiliser des drones. Donc les femmes, elles sont là, elles ont un rôle actif, mais elles sont dans l'humiliation, dans la dignité. Elles cherchent pas à être en premier plan. C'est peut-être le contexte qui les a mises en premier plan, surtout qu'aujourd'hui l'Ukraine a perdu beaucoup de soldats et qu'elle a besoin de plus en plus que les femmes se engagent sur les fronts de guerre. Mais les femmes sont partout et elles aident partout et elles jouent un rôle principal dans cette guerre à différents niveaux. Et je pense que ça, c'est à votre honneur, parce qu'une guerre, ça se mène pas entre mecs et que entre hommes. La guerre, normalement, c'est les femmes qui la subissent et les enfants, enfin, disons les catégories les plus vulnérables. Mais dans ce cas, dans l'Ukraine, les femmes ne subissent pas uniquement, elles participent, elles sont actives, elles sont sur les fronts, elles se portent volontaires, elles construisent, elles sont dans l'effort de reconstruction, et puis elles sont bien aussi dans plusieurs postes de l'administration. On a beaucoup vu des femmes qui étaient déléguées dans des municipalités, des femmes qui étaient présidentes de centres culturels, donc des femmes dans des postes de responsabilité aussi. Et tout ça fait que c'est une société finalement, la société ukrainienne, c'est une société dynamique en fait, qui essaie d'inclure, elle est inclusive, d'inclure toutes les catégories et que les femmes ne sont pas laissées de côté, mais elles sont au cœur de cette lutte et de cette résistance. Oui, donc c'est comme souvent la guerre, elle amène la mobilisation et la modernisation, hein, en fait, de la société. C'était le cas pour plusieurs sociétés européennes aussi dans le passé. On se souvient bien de la Première Guerre mondiale, quand voilà, la grande majorité, une grande partie de la population masculine était consacrée, donc même en France, si on parle de la France. Donc après que les femmes ont pu commencer à se libérer justement dans le contexte très tragique de la guerre, c'est un peu le cas en Ukraine, même si on peut dire que voilà, certaines égalités étaient bien sûr là avant cette grande invasion russe. C'est que tout simplement, voilà, aujourd'hui les femmes sont très sollicitées pour toute tâche qui est nécessaire à l'arrière, mais tout aussi bien sur le front. Donc le chiffre que j'avais mentionné, 50 000 femmes sur les lignes de front, ce sont les statistiques bien sûr officielles, mais après il y a bien sûr beaucoup plus de celles qui se déplacent vers la ligne de front en tant que volontaires ou qui font voilà des tâches voilà qui sont dans l'industrie liées aux armements, etc., etc. Donc il y en a beaucoup de choses comme ça. Vous êtes aussi, Anne, vous êtes aussi sensible à cette thématique médicale. Vous avez publié des articles à ce sujet concernant votre pays. Et donc, vous avez déjà mentionné dans notre conversation ce centre de Superhumans à Lviv, Lviv à l'ouest de l'Ukraine. C'est un centre qui s'occupe des imputés, c'est-à-dire des gens, des civils et des militaires, surtout des militaires, mais aussi des civils, qui ont perdu leurs bras ou leurs jambes et qui nécessitent une prothèse et qui nécessitent une réhabilitation. Donc, et ma question à vous, voilà, quelles étaient vos impressions de ce centre? On dirait que c'est un centre un peu triste parce qu'on y rencontre des patients qui ont tout et chacun ou chacune n'ont pas de membres de corps déjà. D'abord, je dois dire que c'était dans notre voyage de presse, ce centre, c'était le premier lieu qu'on a visité dans le programme qui était prévu. Et moi, j'avoue que quand je suis arrivée dans ce centre, je suis arrivée d'abord la veille à Lviv, le soir. On était logés dans le centre historique, tout était bien, les gens faisaient la fête, on était dans la paix, quoi, dans les festivités, les gens qui vraiment profitaient de la vie. Et puis le lendemain, on est allé voir ce centre et puis j'ai eu la guerre en plein fouet. C'est-à-dire quand je suis descendue et que j'ai vu les premiers soldats qui se promenaient dans le centre avec des bras et des pieds amputés,
Ça m'a tout de suite déstabilisée parce que pour moi, c'est des gens, j'ai vu beaucoup de jeunes, c'est des jeunes gens qui vont devoir continuer leur vie avec sans membres en fait, avec des membres amputés. Donc ça m'a frappé au début et j'ai tout de suite senti toute l'ampleur du drame de ces soldats revenus de front et qui sont handicapés à vie. Après, en se promenant dans le centre, en comprenant un peu la logique, puisque c'est un centre unique pour le moment, il y a 2 centres qui sont en cours de construction, mais il est le seul centre actuellement. Et j'ai vu tout l'effort et toute la technologie qui a été ramenée de l'Occident pour aider ces soldats-là à reprendre une vie normale à travers des prothèses ultra modernes. Il y avait même des prothèses qui avaient une puce électronique pour leur permettre beaucoup plus de mobilité, pour leur permettre de faire des activités que peut-être avec une prothèse normale, il n'est pas possible de les faire, par exemple l'escalade, faire de la bicyclette, faire du sport. Et donc j'ai vu tout cet effort qui est mis en place pour leur permettre ou leur ramener d'abord ces prothèses-là pour qu'ils puissent justement retrouver un semblant de vie normale. Et j'ai vu aussi, ça ce qui m'a frappé, et ça c'était vraiment euh, qui m'a donné un peu espoir, c'est que quand j'ai vu l'effort que ces gens sont en train de, les soldats, je veux dire, blessés, l'effort qu'ils sont en train de mettre pour se réhabiliter et s'habituer à ces prothèses, parce que aussi il y a cette période de réhabilitation pour s'habituer à utiliser cette prothèse, que ce soit dans la main et dans les bras, pour que ça devienne partie prenante du corps du soldat qui est blessé. Et j'ai vu que malgré qu'ils étaient tristes, mais ils faisaient beaucoup d'efforts pour intégrer cet objet qui est normalement étranger dans leur corps et de reprendre pratiquement contrôle sur leur corps. Et s'ils reprennent contrôle sur leur corps, ça veut dire qu'ils vont reprendre contrôle sur leur vie, en fait. Et là, je me suis dit que peut-être, c'est pas aussi triste qu'on le croit. C'est peut-être une deuxième chance pour chacun d'entre eux. Et que il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que ces gens-là ne se sentent pas mis à l'écart de la société, ou peut-être qu'ils se sentent plus inutiles dans cette société ou dans cette guerre. Ils sont toujours là. Il y en a même qui sont revenus au front. Hein. Il y en a eu des histoires comme ça qui nous ont été racontées. Il y en a qui ont trouvé un boulot dans l'armée qui n'est pas nécessairement dans la formation, pardon, dans le front, mais qui sont devenus formateurs. Il y en a qui ont repris d'autres métiers. Et donc, je me suis dit, c'est pas un centre pour fixer les gens ou les réparer, c'est plutôt un centre pour leur donner un nouvel espoir, une nouvelle chance, une nouvelle vie. Sauf que c'est vrai qu'il y a un effort à faire. C'est vrai qu'il y a un accompagnement pas seulement au niveau de la réhabilitation physique, mais il y a un effort à faire au niveau de la réhabilitation psychologique, parce que comme je vous ai dit, il s'agit de se réapproprier un nouveau corps et une nouvelle existence. Et donc, finalement, et puis, ce qui m'a interpellé aussi, c'était le titre, enfin le nom du centre, Superhumans. C'est-à-dire que ces gens sont des héros. C'est même pas des hommes normaux, c'est plus que ça, c'est meilleur. Et donc, même le nom du centre était très significatif. Comme si, quand on rentre dans ce centre, on appartient à une catégorie supérieure, à des gens qui sont particuliers, des héros. Et donc ça aussi, ça participe à les aider à voir les choses d'une façon meilleure, à se sentir pas vraiment les délaissés, les handicapés, mais vraiment les gens qui ont eu d'autres possibilités, qui ont eu une autre opportunité dans leur vie. Donc, vu sous cet angle, j'ai vu toute la charge d'espoir qu'il y a dans ce centre-là et j'ai vu tous les efforts qui sont mis pour
aider ces gens-là à avoir une nouvelle vie. Et après, on nous a aussi montré des exemples de success story dans la fille, par exemple, dont je venais de parler, cette fille de 19 ans qui s'est retrouvée avec une jambe amputée, qui est devenue aujourd'hui modèle. Il y avait un autre exemple aussi d'un homme qui est devenu qui escaladait des montagnes et qui est devenu un sportif à l'échelle internationale. On a vu aussi les sportifs ukrainiens pendant les Jeux paralympiques de Paris dernièrement. Donc l'espoir est là et que vraiment il y a encore des choses à faire pour ces gens-là et que leur vie n'est pas finie. Dernière chose aussi qui m'a frappée, que j'ai trouvé ça très très intéressant, c'était la solidarité qui se construisait autour de ces gens-là, notamment de la part de leur famille. Parce que j'ai vu que beaucoup de soldats étaient accompagnés par leur épouse, leur compagne, leurs amis. Et j'ai compris que s'il n'y avait pas ce soutien familial, la reconstruction aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile, pardon, et beaucoup plus longue. Et donc, j'ai aimé cette solidarité familiale, euh, cet accompagnement qui vient de la part de la famille, qui aide beaucoup ces soldats-là à se reconstruire. Et j'ai eu beaucoup de soldats qui ont partagé avec moi leurs histoires de famille. Je me rappelle qu'un des soldats il s'est rapproché de moi, comme ça, spontanément, pour me montrer la photo de sa femme qu'il a accompagnée pendant une année, le temps qu'il se réhabilite, qu'il dépasse sa blessure. Il m'a montré aussi la photo de sa fille et ils m'ont parlé avec beaucoup de fierté et j'ai compris que s'il n'y avait pas ce rôle des familles, la tâche aurait été très très difficile. Oui, effectivement, bien sûr, le soutien de la famille, il est fondamental dans ces histoires-là, aussi bien que le soutien et la solidarité de la société tout entière. L'ampleur de problèmes est malheureusement très grand, puisque justement, il y a beaucoup d'amputations, parce qu'il y a beaucoup de blessures de ce type, parce que c'est une guerre, quoi qu'on dise sur la guerre de haute technologie, oui, cette guerre, elle utilise bien sûr les drones et les systèmes très sophistiqués, artillerie, etc., à distance, mais il y a beaucoup de voilà, c'est aussi une guerre de contact et donc dans toute guerre de contact, il y a des explosifs, il y a des mines, il y a des il y a des blessures, qui amènent malheureusement il y a aussi le temps d'évacuation parce que le nombre de, amputations, c'est aussi lié à cette médecine de guerre, puisque la médecine de guerre, donc il faut évacuer vite, sinon on risque des amputations et donc les on verra pour les chiffres, définitifs, malheureusement plus tard, mais on peut deviner donc les gens, avec des amputations commencent à être visibles, dans la société, ukrainienne. Même aujourd'hui, donc dans les villes, même loin de la ligne de front, on voit malheureusement aujourd'hui beaucoup de vétérans, des soldats, bah, anciens soldats ou civils aussi avec des amputations et donc la société ukrainienne devra gérer, tout cela, pendant plusieurs années, voire décennies, parce que c'est à vie et donc vous avez raison de dire, nous on connaît aussi des gens, qui reviennent au front, sur la ligne de front après les amputations, en essayant de se rendre utiles puisque, justement, voilà, les nouvelles technologies, les prothèses, ça aide parfois à regagner, comme vous l'avez dit vous-même, le contrôle de son corps et le contrôle, des du destin. Un autre thème qui est très important, c'est le thème des enfants. Des enfants dans la guerre, vous avez déjà parlé un peu des femmes et enfants, voilà, enfants qui en Ukraine, qui sont tout d'abord dans les territoires occupés, ils sont souvent déportés par la Russie vers d'autres régions, vers les régions russes. Voilà, cette enfance volée. Quelles étaient vos observations et donc les choses que vous avez apprises durant votre voyage de presse concernant cette enfance en Ukraine durant la guerre? Je dois dire qu'on a visité un centre pour d'art-thérapie pour enfants et c'était lourd au début parce que d'abord quand on est arrivé au moment où il y avait une alerte de missiles, il y avait des sirènes et que tout de suite on devait les voir, mais il fallait les mettre dans un refuge. Donc, et le premier contact s'est fait dans le refuge de ce centre d'art-thérapie pour enfants. Et cela nous a permis de passer un peu de temps avec eux dans un cadre très très restreint. Comme vous savez, les refuges, c'est très étroit.
Et on a commencé à leur parler. Bien sûr, on n'était pas autorisé de leur parler de la guerre, mais juste de parler avec eux, de jouer avec eux, de rigoler. Et moi, j'ai réalisé à quel point ces enfants sont intelligents, sont vivants, ils aspirent à une vie normale et que c'était triste que des enfants ne peuvent pas vivre paisiblement et qu'ils sont contraints à vivre sous cette pression, sous cette peur continue des sirènes et de devoir se réfugier, arrêter leur cours à un certain moment pour aller se réfugier, revenir après, attendre que leurs parents arrivent. Entre-temps, je sais que les maîtresses, elles essaient de les rassurer. Et même si on s'habitue à certains moments à ce genre de vie qui est quand même anormal pour un enfant, ça laisse toujours des séquelles. Et donc, moi, j'étais frappée au début par ça. Je me suis dit, ces enfants-là, ils ont droit à une enfance normale et ils ne l'ont pas. Et ils sont en train de subir la guerre comme tout le monde. Déjà, nous, adultes, les adultes, déjà, ils en souffrent de cette guerre. Que dire pour des enfants? Deuxième chose, quand on est monté après pour parler avec les psychologues dans ce centre d'art-thérapie, ils nous ont expliqué tous les procédés qu'ils sont en train d'utiliser pour à travers l'art, aider les enfants à externaliser, disons, tout ce qu'ils ressentent à travers les dessins, les créations, à travers l'écoute, et que l'écoute ne concernait pas seulement les enfants, mais aussi les parents. J'ai trouvé ça extraordinaire puisque pas tous les enfants dans les contextes de guerre puissent avoir ce privilège d'être traités psychologiquement ou de trouver de l'assistance durant la guerre. Parce que cette assistance est très importante, parce que l'enfant, il est beaucoup plus sensible à la guerre, à la tristesse, aux aléas de la vie qu'un adulte, et qui, s'il n'est pas vraiment bien encadré, bien protégé, ça risque de laisser des séquelles à vie. Et donc, j'ai apprécié ce travail qui se fait dans ce centre-là, mais je sais en même temps que ce centre ne pourrait pas absorber tous les enfants d'Ukraine. Peut-être il y en a d'autres, mais le fait est que la guerre est là et que c'est toujours les catégories les plus vulnérables qui la subissent de plein fouet. Et quand je parle de catégories les plus vulnérables, c'est toujours les femmes et les enfants. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les enfants. Donc, ce sont les enfants de guerre, les enfants qui sont nés dans la guerre ou qui ont dû la subir, et que ça va les marquer pour tout le restant de leur vie. Ayant travaillé dans le passé sur les enfants dans les zones de conflit, comme je vous ai dit en Irak, en l'occurrence, je sais ce que c'est qu'un enfant qui naît dans un contexte de guerre, comment ça le marque, quel traumatisme ça peut laisser sur lui, comment ça peut affecter son parcours plus tard. Et, et j'aurais souhaité que ces enfants-là n'auraient pas à subir ça, même s'il y a beaucoup d'efforts, et j'en suis certaine, de la part de leurs parents, de leurs maîtresses, même de la part du gouvernement ukrainien pour alléger cette souffrance, mais ça reste quand même une grande souffrance. Autre chose aussi qui m'a interpellée, c'est qu'on a eu une présentation d'une association qui travaille pour le rapatriement des enfants qui sont qui ont été pris par les Russes pour être transportés en Russie et mis dans des familles d'accueil russes, et tout l'effort pour récupérer ces enfants. D'abord, cet arrachement des enfants à leur famille, à leur contexte, à leur culture, se retrouver dans un autre pays avec une autre culture, notamment une culture russophone,
tout l'effort pour les récupérer, les difficultés juridiques, bureaucratiques mis par les Russes pour ne pas faciliter cette mission. Et puis, tout l'effort a aussi fait après, même si on les récupère, ces enfants-là, pour les réhabiliter, pour les réintégrer dans leur famille, bah, c'est un déchirement, mais incroyable. Un enfant qui se trouve tremballé entre deux pays, entre deux cultures, qui se trouve au cœur de ce conflit-là et qui doit faire avec tout ça. Et puis on nous a parlé même d'abus sexuels d'enfants qui étaient mis dans des centres pour enfants en Russie. Euh, donc c'est intolérable toute cette souffrance qu'on doit faire subir à des enfants dans cette guerre, parce que c'est une guerre quand même qui les dépasse, dans laquelle ils ne sont pas impliqués. Et c'est pas de leur faute qu'ils se sont retrouvés au cœur d'un conflit qui date de plusieurs années. Enfin, c'est pas nouveau, en tout cas, ces conflits entre la Russie et l'Ukraine, et qui doivent subir ça dans leur vie, et que ça peut affecter tout leur avenir, en tout cas, et ça peut les conditionner. Donc, moi, je suis sensible particulièrement toujours à, aux catégories vulnérables et comment elles subissent les guerres et les conflits. Et j'aimerais toujours qu'on fasse beaucoup plus d'efforts. Et là, je ne parle pas que de l'Ukraine, pour essayer de les épargner si c'est possible, bien que c'est très difficile, voire impossible. Mais c'est les parties qui n'ont rien à faire avec la guerre qui la subissent le plus, en fait. Oui, tout à fait. Donc il faut c'est une tâche, très importante, mais à la fois très difficile puisque selon les statistiques que nous avons dans les territoires, occupés par la Russie actuellement, il se trouve qu'il y avait 1 000 000, presque 1 000 000 de mineurs, c'est-à-dire les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et donc ce sont des enfants qui ne sont plus en liberté, c'est-à-dire en partie ils sont déportés. Donc le chiffre, qu'on peut pas contrôler, mais c'est le chiffre donné par les sources russes. Ils ont déplacé 745, je crois, 1000 enfants vers d'autres régions. Donc c'est un chiffre monstrueux, n'est-ce pas? Et donc, il faudra des années, peut-être des décennies, pour les faire retourner parce que les associations qui sont actives, dans le domaine, c'est très bien, ils arrivent à retourner quelques-uns, quelques dizaines, parfois quelques centaines, mais il y a des centaines de milliers qui sont, déportés. Donc c'est une chose absolument consciente, de la part, de la Russie puisque c'est aussi une guerre démographique, puisque voilà, ce que nous avons reçu comme témoignage, c'est qu'une fois en Russie, ces enfants, souvent adolescents, ils subissent cet enseignement soi-disant patriotique, russe. Après voilà, il s'agit de les transformer en Russes et les transformer en bons soldats aussi en quelque sorte. Alors que l'Ukraine, elle est 4 fois inférieure par rapport à la Russie en termes de population même. C'est-à-dire que c'est une guerre où on aura toujours, 4 Russes contre un Ukrainien en fait. C'est ça. Donc et ça sera toujours comme ça étant donné qu'il y a pas d'autres pays qui interviennent. C'est toujours une guerre de démographie aussi. Et donc la Russie le fait tout à fait, cet effort conscient que d'intégrer, d'assimiler. C'est un effort d'assimilation, des enfants et donc bien sûr que c'est criminel, bien sûr que c'est jugé, bien sûr c'est pour cette raison qu'il y a ce mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et donc voilà la chargée de la France, voilà c'est Lvova Belova, donc leur, dame qui s'occupe de tous ces dossiers-là. Donc ils sont jugés, ils sont considérés voilà, comme coupable de cela, mais malheureusement, étant donné que tant que la guerre n'est pas terminée, tant que les territoires restent en occupation, ça reste un immense problème. Donc on peut parler d'une grande partie de la jeunesse ukrainienne qui est déjà intégrée, réassimilée, voilà, elle a voilà, de toute manière, elle est plus en Ukraine, elle est plus, libre. Ma dernière question à vous, Anen, porterait voilà, sur, la propagande. À quel point est-ce que, en Tunisie, cette propagande russe qui essaie de présenter cette guerre, comme une guerre juste, à quel point elle est puissante? À quel point les récits, voilà, les récits comme le vôtre,
qui portent le témoignage, de l'Ukraine qui porte en fait, voilà, des choses que vous avez vues, que vous avez vécues personnellement. Quelle chance, voilà, ces récits-là ont, induit de changer en fait, la perception générale de cette guerre? Non, à vrai dire, on n'a pas vraiment de récit de propagande russe en Tunisie. C'est vrai qu'il y a quand même de l'influence russe qui quand même s'accroît de plus en plus, mais on n'est pas encore au stade de propagande. Si je dois parler du cas de la Tunisie, c'est que la Russie est en train de prendre, essayer d'avoir de l'influence. Mais on n'est pas encore au stade de diffuser une certaine propagande ou une certaine vision de la guerre. La Russie, actuellement, par exemple, est en train d'aider la Tunisie, ou soi-disant de permettre à des médias, par exemple, publics tunisiens de renforcer la capacité de leurs journalistes. Elle a organisé plusieurs voyages pour des journalistes tunisiens en Russie pour voir comment fonctionnent les médias russes et pour apprendre un peu de l'expérience des journalistes russes. Mais j'avoue qu'on n'est pas encore au stade de une propagande vraiment à une échelle, à grande échelle, où la Russie elle détient vraiment des porte-paroles ou des gens qui lui sont alignés dans des grands médias mainstream ou dans des médias publics, parce que peut-être qu'on est au tout début, mais c'est vrai que au niveau de notre politique générale, enfin, la vision politique, il y a un sentiment où il y a un sentiment pro-russe. Pas seulement par rapport à cette guerre en Ukraine, mais par rapport à la politique russe en général. Et c'est justifié en quelque sorte parce que il y a beaucoup de désillusions par rapport au comportement, disons, aux positions de l'Occident dans des guerres au Moyen-Orient. Et donc, presque c'est par un sentiment de rejet de cette politique occidentale euh, dans le conflit au Moyen-Orient, dans le conflit à Gaza, et ce soutien indéfectible des États-Unis à Israël qui est en train de massacrer les enfants, les femmes, la population palestinienne. Eh ben, les gens, en revanche, par revanche à tout ça, ils soutiennent la Russie, qu'ils trouvent que quand même la Russie, elle est plutôt du côté de certains régimes arabes. Et donc, ça crée un sentiment de sympathie au niveau du peuple et aussi au niveau de la politique tunisienne. Enfin, on cherche aussi de nouveaux partenaires autres que l'Occident. Mais pour nous, quand même, la guerre en Ukraine, je parle de l'opinion publique, ça reste encore flou. On n'est pas vraiment positionné dans cette guerre. On considère que c'est une guerre quand même qui ne nous concerne pas directement. On a plein de problèmes déjà à l'échelle interne et à l'échelle régionale, et que la Russie n'a pas encore réussi à imposer sa vision de cette guerre pour que ça devienne vraiment une vision partagée par l'État et par le peuple tunisien dans son intégralité, peut-être contrairement à d'autres pays africains. Hein. Mmh. Donc voilà, la situation est très floue et voilà, c'est vrai que l'opinion publique est voilà, il est voilà, ce caractère, comme vous l'avez dit vous-même, pro-russe, voilà, selon cette logique, voilà, de l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc c'est voilà, parce que c'est le désaveu de certaines pratiques, occidentales dans les guerres précédentes, donc dans la région qui touche les pays africains d'une manière plus directe, alors que, voilà, qu'on considère, voilà. Et donc voilà, toute cette, couverture en fait de la guerre en Ukraine, elle est absolument bien sûr importante pour nous les Ukrainiens et merci d'être avec nous et puis de témoigner puisque, on considère, vu de l'Ukraine, que c'est une guerre, juste, quoi qu'on mette dans cette définition-là, mais c'est une guerre, de défense qui ne cherche pas à envahir un autre pays, qui cherche à défendre, ce que nous avons, qui cherche à défendre, la liberté,
la dignité humaine, la possibilité tout court de vivre paisiblement dans son propre pays. Et merci d'être là et de jeter ce regard, voilà, empathique sur un pays en guerre et puis de partager ce combat. Merci beaucoup, Anne. Est-ce que je peux ajouter quelque Oui, chose? oui, bien sûr. Je dois dire que quand même, nous, c'est une guerre qui devrait nous intéresser. Je parle de la Tunisie, parce que nous-mêmes, nous sommes un petit pays entouré par de grands pays. Et que ce qui s'est passé en Ukraine pourrait aussi se passer en Tunisie. C'est-à-dire qu'on a des voisins qui sont puissants, c'est des puissances pétrolières, des puissances militaires, et que pour cela, moi je pense que ne serait-ce que cela, c'est un motif pour défendre la cause ukrainienne, parce que l'hégémonie, ça existe partout, et qu'à un certain moment de l'histoire, quand un petit pays s'affaiblit ou qui n'a pas assez de force pour se défendre, ça attise les convoitises de ses voisins. Et que moi, personnellement, en tant que Tunisienne, je comprends tout à fait ce sentiment d'insécurité de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, avant même qu'il y ait la guerre, et que cette guerre ne fait que confirmer que, étant à côté, à proximité d'un voisin puissant, qui en plus avait quand même contrôlé le pays qui est l'Ukraine, c'est pas facile de se défaire de cette hégémonie, parce que dans le mindset de l'autre, l'Ukraine, elle fait partie de lui, de son territoire stratégique, et que c'est difficile pour lui de se défaire de ça. Et c'est ce qui crée que l'Ukraine s'est toujours retrouvée en confrontation avec la Russie. Et que moi, je l'avais dit aussi, j'avais posé la question à un des diplomates, en l'occurrence le président de l'Ukrainian Media Center. Je lui dis, dans votre histoire, il y a toujours eu ce conflit avec les Russes, et ce conflit-là ne sera pas le dernier, et qu'il y aura d'autres, parce que dans le mindset de la Russie, l'Ukraine fait partie de la Russie. Donc, comment vous faites pour vous défendre contre ça? Il m'a dit, nous allons continuer toujours à nous défendre et à exiger notre indépendance. Et j'ai trouvé ça très courageux, parce que c'est difficile de se défaire de sa position géographique. C'est difficile de changer l'histoire, mais aussi, malgré ça, continuer à exiger d'être indépendant, d'être libre, même si on n'a pas beaucoup de moyens, c'est tout à fait légitime. Et donc, moi, je pense que n'importe quel pays qui se retrouve dans une situation pareille, où il y a un déséquilibre des forces, où il est à côté d'un voisin beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, qui en plus a des intentions expansionnistes, ça le met toujours à risque, et qu'il se doit quand même de trouver un moyen de se défendre, quel qu'il soit. Voilà. Donc, je voulais ajouter juste cette note-là que je partage personnellement, venant d'un petit pays qui peut-être, et ça je le souhaite pas, se retrouverait dans une situation pareille. Oui, oui, mais vous avez absolument raison, parce que si on se dit que voilà, il y a celui qui est plus fort, il a raison, c'est-à-dire que voilà, un pays qui est plus fort, qui a plus de puissance, puisse envahir les autres, ça, on peut imaginer à l'échelle mondiale que quel risque ça crée pour un nombre considérable de pays. Donc c'est une question, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une guerre de territoire, c'est pas uniquement une guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais c'est aussi une guerre de principe. Donc si tout le monde accepte que c'est acceptable de faire comme ça, donc voilà, ça peut créer un désordre, un chaos à l'échelle mondiale. Merci beaucoup, Anne, pour cet entretien et pour tout le soutien que vous portez à l'Ukraine. Merci beaucoup.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Anen Zbis, journaliste et enseignante en journalisme à l'Institut de presse et des sciences de l'information à Tunis. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.